Alors déjà, sur la définition de la cybercriminalité, c'est le premier problème, parce que en tant que tel, il n'existe pas véritablement de définition, en tout cas pas de définition juridique. Donc premier problème, de manière assez généraliste, on considère que la cybercriminalité, c'est toute infraction pénale tentée ou commise, réalisée au moyen d'un système d'information et de communication ou contre un système d'information et de communication. Donc déjà, vous voyez que dans le cadre de cette définition, il y a une dichotomie. Il y a deux sens. Il y a tentée et commise. Il y a tentée et commise. Tout à fait, oui. Une tentative d'intrusion, lorsqu'on arrive à caractériser l'existence d'un début d'éléments matériels, c'est une tentative, et la tentative au sens du code pénal est punissable au même compte qu'une infraction commise. Donc dans cette dichotomie, il y a deux réalités de cybercriminalité. La cybercriminalité au sens large, voilà, c'est-à-dire lorsque le système de communication n'est qu'un moyen utilisé pour commettre une infraction de droit commun, type escroquerie, commise sur Internet. Elle est sur Internet, ça permet d'augmenter la puissance de frappe et de malveillance, mais en réalité, cette escroquerie aurait pu se commettre aussi dans le monde réel. In the real life, comme on dit. Voilà, pour véhiculer du contenu malveillant ou illicite, type pédopornographie, ou tout ce qui est discours de haine en ligne. Donc là, on est sur le côté la cyber comme au sens large et simplement comme moyen. Et la deuxième partie, c'est la cybercriminalité au sens strict, c'est-à-dire contre le système de communication, c'est-à-dire que le système de communication est directement victime de l'infraction, soit parce qu'il y a une intrusion, un accès, un maintien, le vol également de données, ou bien l'entrave. Il faut savoir que dans le code pénal, ces infractions sont punissables de 2 années d'emprisonnement jusqu'à 10 années d'emprisonnement, donc d'un point de vue délictuel, notamment en cas de circonstances aggravantes, quand le système est un système de l'État qui contient des données à caractère personnel et que ces faits ont été commis en bande organisée. Pour compléter le tableau, il existe également une infraction informatique criminelle qui a été introduite très récemment par la loi du 3 juin 2016, celle de sabotage informatique, dès lors qu'il y a une atteinte, une détérioration d'un équipement informatique et que ces faits proviennent de l'étranger, d'une organisation, d'un État étranger. Voilà. Donc on qualifie de manière un peu plus détaillée, petit à petit, au niveau de la loi, le type de cyberattaque contre une entreprise ou contre l'État ou une collectivité locale, et avec des modalités différentes. Au niveau de l'arsenal juridique, est-ce que... Alors, il y avait la loi Godefrein, c'est ça. Il y a la loi de confiance en 2004. Il y a la loi de 2012 sur les circonstances aggravantes, si c'est une attaque contre l'État. Il y a la loi du 13 novembre 2014. Est-ce qu'on peut imaginer que dans les 5-7 années à venir, il va y avoir de nouvelles lois sur le sujet, plus précises, plus détaillées, au fur et à mesure que les cyberattaques se... Alors, moi, je pense qu'en réalité, l'arsenal législatif est plutôt bien fait parce que dans la qualification pénale, en tout cas qui est retenue dans le code pénal, cette qualification est suffisamment large pour nous permettre en fait d'englober les phénomènes cyber que nous connaissons aujourd'hui. La loi qui, à mon sens, a eu un véritable impact, notamment du côté de la justice, c'est celle de 2016 dont je vous parlais tout à l'heure, parce que elle a conféré au parquet de Paris une compétence nationale en matière de lutte contre la cybercriminalité. Et ça, c'était très, très attendu parce qu'un certain nombre de pays étrangers étaient déjà dotés d'une compétence nationale, notamment pour les faits les plus graves. Vous avez parlé tout à l'heure de NotPetya, WannaCry. Voilà, ce sont des affaires qui sont suivies par le parquet de Paris. Ça nous permet également, et c'est très important parce qu'on parle de la cybercriminalité contre l'État, des collectivités locales, des sociétés, mais il y a aussi toute cette cybercriminalité du quotidien ou de masse qui touche des particuliers avec des petits montants. Et ça, jusqu'à présent, ça passait en dehors de tout scope de la justice parce que les montants de préjudice étaient trop bas. Et grâce à cette compétence concurrente nationale, on a pu monter des synthèses sur des phénomènes qui touchent des particuliers avec des enquêtes là, qui sont actuellement ouvertes, qui donnent des résultats et où on a plus de 8000 victimes
particulier. Et je pense notamment à un dossier où les personnes ont été identifiées, déférées au parquet de Paris. Tout à l'heure, j'entendais Madame la députée indiquer que les cybercriminels allaient plus vite que la loi. Alors en réalité, ils vont pas plus vite que la loi. C'est-à-dire que quand nous, on arrive à les identifier, et c'est toute l'importance du dépôt de plainte, lorsqu'on arrive à les identifier, que, voilà, il faut le dire, qu'il y a plus ou moins des erreurs qui ont été commises par ceux-ci, ce qui nous permet de les identifier, ils ne se cachent pas derrière des solutions d'anonymisation, ces personnes sont traduites devant le tribunal. Tout à l'heure, Rabin des Bois est venu s'exprimer. Il a été déféré au parquet de Paris. Voilà. Donc, il faut également dire que... Des fois, on se fait attraper. On se fait attraper. Ouais, c'est ça le message. Et la cyberassurance, à mon sens, a véritablement un sens parce que malheureusement, il y a encore trop de sociétés pour des questions d'image, de réputation. Qui n'osent pas porter plainte. Qui ne déposent pas plainte. Voilà. Alors, parmi les sociétés qui vont devant la justice pour victimes d'une cyberattaque, est-ce que la justice regarde s'ils étaient cyberassurés ou pas ? Est-ce que c'est un critère qui est pris en compte pour étudier le dossier ? Non, c'est pas pris en compte au niveau de la justice. La personne est plaignante, elle énonce un préjudice. La seule chose, entre guillemets, qu'on pourrait prendre en considération dans son absence de niveau de cybersécurité, c'est si elle n'a pas mis en place des obstacles techniques pour faire en sorte que son système ne soit pas vulnérable. Voilà, je vous ai parlé d'une infraction tout à l'heure, celle d'accès frauduleux dans un système de traitement automatisé de données. Cette infraction, c'est la première, lorsqu'il y a un accès. Mais elle ne peut tenir et être caractérisée que si le maître du système a conçu des obstacles techniques. S'il n'y a pas d'obstacle technique, ça veut dire que si la porte est ouverte, la porte est ouverte. Et donc, ça ne constitue pas une infraction. Comme si j'allais porter plainte au commissariat pour cambriolage et que j'ai laissé toutes les portes de la maison ouvertes. Exactement. Si les portes sont ouvertes, en tout cas, l'infraction d'accès ne peut pas être retenue. Par contre, si la personne, ensuite, lorsqu'elle est rentrée, va se maintenir et va franchir d'autres obstacles qui auront été placés ailleurs dans l'infrastructure du maître du système, là, on pourra retenir d'autres infractions. Mais la toute première, celle d'accès, la plus basique, ne sera pas retenue. Est-ce qu'en France, aujourd'hui, on a des hackers ou des cyberdélinquants qui ont écopé de la peine maximale de 10 ans ? Est-ce que ça existe ou pas encore ? Non, pas encore. D'accord. Pas encore parce que cette infraction est très spécifique. Monsieur Pagès, je vous vois deux lignées de la tête, c'est à vous juste après. Vous allez système. Non, pas encore, mais c'est prévu donc pour des atteintes au système de traitement automatisé de l'État qui contiennent des données à caractère personnel en bande organisée. Je dois vous dire que ce type d'infraction, on les retient, notamment dans tout ce qui concerne les dossiers qu'on confie à la DGSI, parce qu'il y a des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation. Bon, déjà, il y en a peu, voilà, faut le dire, faut se rassurer. Quelque part. Mais on est aussi vraisemblablement sur des personnes qui agissent depuis l'étranger. C'est pas un obstacle, l'étranger, mais il est vrai que certains pays sont moins enclins à coopérer. Voilà. Donc c'est pas nécessairement des personnes qu'on peut ensuite poursuivre devant le tribunal correctionnel de Paris.